Ce pauvre lycéen est la toute dernière victime de Truck Kune. À son réveil, il se retrouve dans un monde d'isekai. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il possède une caractéristique cachée qui le rend immortel. L'histoire commence dans un monde médiéval où Ryo, le lycéen, est allongé dans une cabane vide. Il n'y a pas de meubles, à l'exception de 2 livres et d'un couteau posé sur la table. Il se lève, ignore les objets et sort prendre un peu d'air frais. Tout autour de lui, il ne voit que de hautes montagnes de tous les côtés. Il observe ses propres mains et récite le sortilège. Eau apparaît, faisant apparaître magiquement une petite quantité d'eau qui éclabousse sa paume. Tout cela a commencé il y a quelques jours, lorsque Ryo s'est soudainement retrouvé dans un vide blanc. Alors qu'il essayait de comprendre où il se trouvait, un ange est apparu, lisant ses pensées et lui a assuré que cet endroit n'était pas l'au-delà. L'ange s'est montré heureux de recevoir enfin une visite après tant de temps, mais aussi triste d'informer Ryo qu'il était mort dans son monde d'origine, renversé par Truck-kun. Ryo, déjà conscient de sa mort, a rapidement conclu qu'il allait se réincarner et a demandé à l'ange, qu'il a décidé d'appeler Miguel, ce qu'il devait faire dans sa prochaine vie. Miguel lui a simplement conseillé de vivre comme il le souhaite. Ryo exprime alors son désir d'avoir une vie lente et ennuyeuse. Après avoir reçu la bénédiction de Miguel, il se prépare à être réincarné dans le monde magique connu sous le nom de Phi. Avant de partir, Miguel explique quelque chose à propos de ce nouveau monde. Selon lui, seulement 20% de la population de Phi est capable d'utiliser la magie. Dans le cas de Ryo, il pourra également l'utiliser, étant plus compatible avec l'élément eau, justement parce qu'il a demandé une vie paisible. Miguel le transporte alors jusqu'à la forêt de Rondo, où il vivra seul dans une petite cabane. L'ange avait déjà préparé 2 mois de nourriture stockée dans une maison de glace à proximité. À l'intérieur de la cabane, Miguel a laissé 2 livres, l'un sur le monde et l'autre sur la magie. Ce n'est qu'après avoir lu les livres que Ryo apprend à invoquer de l'eau à partir de rien. Pour l'instant, il n'a pas à s'inquiéter des monstres de la forêt, car Miguel a érigé une barrière magique autour de la maison. Ryo s'exerce à nouveau à la magie de l'eau et parvient à créer une sphère liquide rien qu'en y pensant, sans avoir besoin de réciter la formule, ce qui est plutôt pratique pour le protagoniste. Grâce à cette capacité, il remplit la baignoire d'eau fraîche, même si techniquement l'eau est sortie de lui, ce qui semble un peu dégoûtant. L'eau est glacée, alors il doit trouver un moyen de la réchauffer. Il essaie d'allumer un feu en utilisant la technique la plus primitive et inefficace qu'il connaisse, mais après plusieurs tentatives infructueuses, il abandonne et pense à résoudre cela avec de la magie. Il applique ses connaissances en chimie de sa vie antérieure pour séparer l'hydrogène de l'oxygène, ce qui fait que l'eau se cristallise et se transforme en glace. Avec cette glace, il parvient à concentrer les rayons du soleil comme avec une loupe et finit ainsi par générer du feu. Grâce à cela, Ryo chauffe l'eau et prend un long bain relaxant. Pendant le bain, il clarifie ses pensées et se rend compte qu'il pourrait tout simplement générer de l'eau chaude avec de la magie, en appliquant le processus inverse de celui qu'il a utilisé pour former la glace, mais il remet ça à plus tard. Pour l'instant, il va dîner. En mangeant, il se rend compte qu'il devra bientôt chasser, car les réserves de nourriture vont s'épuiser. Cependant, il hésite, car il sait que, s'il s'aventure dans la forêt, il rencontrera des monstres qu'il ne pourra pas vaincre avec le petit couteau laissé par Miguel. Cela signifie qu'il doit maintenant apprendre des sorts offensifs. Le lendemain, Ryo commence à travailler sur son premier sort d'attaque, la sphère d'eau. Cependant, celle-ci n'inflige aucun dégât à l'arbre qui lui sert de cible. Il modifie alors le sort, rétrécissant la sphère jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une flèche. Après des heures de pratique, il parvient à débloquer une forme basique du sort jet d'eau qui, pour être honnête, ne cause toujours aucun dégât à l'arbre. Le lendemain, il décide d'améliorer sa magie de glace, puisque celle d'eau ne s'est pas révélée efficace en combat. Il essaie de créer un cristal de glace avec précaution, mais il n'arrive pas à le faire léviter, car projeter de la glace est bien plus difficile que de manipuler de l'eau. Malgré tout, après plusieurs heures d'entraînement, Ryo parvient enfin à invoquer plusieurs cristaux en même temps, mais il est toujours incapable de les lancer comme des projectiles contre l'arbre. Après plusieurs jours d'essais et d'erreurs, il maîtrise la capacité de former des cristaux de glace instantanément,
bien qu'il n'ait toujours pas assez de puissance pour utiliser la lumière de façon offensive. Malgré tout, comme le temps presse, Rio décide d'improviser. Il utilise le cristal de glace comme pointe de lance et s'enfonce dans la forêt. Près de la rive d'une rivière, il trouve du quartz, ce qui le soulage, car il pourra désormais générer du feu même s'il épuise toute sa mana. Il part cueillir quelques herbes médicinales, mais il est rapidement attaqué par un monstre appelé sanglier inférieur, qui le considère comme une proie facile. Le sanglier fonce droit sur lui et Rio, paralysé par la peur, n'arrive pas à bouger les pieds, manquant de peu de mettre fin à sa courte aventure dans le monde de Fi. Mais, à la dernière seconde, la pensée de mourir à nouveau donne à Rio la force de sauter et d'échapper au danger. Cette fois, il utilise la magie à son avantage, rendant le sol glissant en le transformant en glace, ce qui fait que le sanglier glisse et perd l'équilibre. Rapidement, Rio crée plusieurs pics de glace devant l'animal, qui finit par être transpercé jusqu'à la mort. Le dicton « au grand mot les grands remèdes » lui va parfaitement, puisqu'il parvient à lancer de la magie d'eau dans le feu de l'action. C'était une tentative admirable, mais il est encore loin d'être vraiment bon. De retour à la cabane, il prend le compendium des monstres et commence à étudier. Il ne tarde pas à découvrir que les sangliers inférieurs sont les plus faibles de tous les monstres. Cela le pousse à repenser à ce qu'il pourrait rencontrer dehors, car sa vie tranquille n'est peut-être pas si paisible que ça. Il continue à lire le livre et arrive à la page sur les dragons. La seule chose que le livre indique, c'est que si jamais on en croise un, il faut courir. Mais cela ne va pas vraiment le sauver. Il mourra probablement de toute façon, mais il doit quand même essayer. La page suivante parle d'un monstre appelé Akuna. Pour celui-là, même courir ne sert à rien. Il ne reste plus qu'à prier pour ne jamais en croiser un. Le livre n'offre pas beaucoup de réconfort, mais il continue à étudier. On s'attendait à ce qu'il soit démotivé après sa première rencontre avec le monstre, mais un garçon ne peut pas rester enfermé chez lui pour toujours. Alors, le lendemain, il se prépare et sort à nouveau. La journée commence bien, il trouve un arbre avec des fruits. Dès la première bouchée, il sent que tout le stress de la veille en valait la peine. Le goût est merveilleux. Cependant, le soulagement ne dure pas longtemps, car un faucon assassin surgit de nulle part et le plaque au sol. Il se rend compte immédiatement que l'oiseau est plus fort que lui et qu'il n'a aucune chance de le vaincre. Le faucon utilise une magie de l'air invisible, contre laquelle il ne peut rien faire. Rio se souvient du conseil du livre et commence à courir. Mais comment quelqu'un peut-il échapper à un oiseau? En réalisant qu'il est acculé, il décide de s'arrêter et de se battre. Il utilise sa magie de glace pour emprisonner le faucon. Pensant que la créature est morte, il s'approche, mais l'oiseau brise la glace et se libère, bien qu'avec un œil blessé. Constatant que Rio est plus fort qu'avant, le faucon décide de battre en retraite. Rio s'effondre au sol, soulagé, et se plaint que cette vie tranquille qu'il avait demandée n'a rien de paisible. Quand il essaie de rentrer chez lui, il se rend compte qu'il s'est perdu après avoir tant couru pendant l'attaque. Alors qu'il tente de s'orienter dans la forêt, quelque chose l'effraie. Il aperçoit un Dulahan, une créature sans tête, de la fumée s'échappant de son cou, en train de s'occuper de son cheval. D'une manière ou d'une autre, il parvient à retrouver le chemin du retour. Avec le temps, il continue de s'entraîner. Il affronte plusieurs monstres, pêche, perfectionne sa magie de glace jusqu'au point où elle peut trancher une montagne. Il continue de devenir plus fort et, à ce stade, il commence déjà à s'adapter à sa nouvelle vie. Mais chaque nuit, il retourne à l'endroit où il a vu le Dulahan pour l'affronter. Pas parce qu'il veut gagner, mais peut-être parce qu'il sent que ses combats le rendent plus fort. Il ne sait pas grand-chose sur les Dulahans, car il n'y a rien à leur sujet dans le compendium qu'il possède. Cela le pousse à penser que le Dulahan n'est peut-être pas un monstre, ou du moins qu'il n'est pas dans un livre pour débutants. Après un autre combat raté, il admet qu'il continue de revenir parce qu'il croit que le Dulahan veut le rendre plus fort. Il observe le Dulahan en train de forger une épée de glace. La créature pointe l'épée dans sa direction et il comprend qu'il s'agit d'un cadeau. Il accepte l'armée, ensuite, le Dulahan s'en va en paix. Les jours, ou peut-être les semaines suivantes, sont tranquilles pour Rio. Du moins jusqu'à ce qu'il recroise le faucon vengeur. Lors d'une journée d'entraînement apparemment ordinaire, il aperçoit l'oiseau devant lui. Il remarque qu'il lui manque un œil et comprend tout de suite qu'il s'agit du même faucon qu'avant. Cependant, cette fois,
l'oiseau est noir et bien plus grand. Il a évolué. Le faucon attaque avec une telle force que Rio érige un mur de glace à 5 couches, mais la créature le détruit facilement. Il dresse alors un mur à 10 couches, qui est également détruit. Quand il lance sa lance de glace, le faucon la traverse directement et poursuit son attaque. Le bâton de soutien qu'il utilisait tombé, dans le feu de l'action, Rio brandit l'épée qu'il a reçue du Dulahan et attaque. L'épée fonctionne. Le faucon recule, mais revient aussitôt à la charge de toutes ses forces. Rio parvient à le transpercer avec la lame et la créature s'effondre. Il s'approche et reconnaît la détermination de son adversaire. Après tout, c'est lui qui a de nouveau crevé l'œil de l'oiseau et il sait que le faucon a évolué uniquement pour pouvoir l'affronter. Il admet que, grâce à ce combat, il est lui aussi devenu plus fort. Par respect, il permet à la créature de mourir de sa main. Il retire l'épée du corps du faucon, qui meurt enfin. Il poursuit sa route, totalement inconscient du fait qu'un dragon rôde dans les parages. Soudain, le dragon s'approche et commence à lui parler. Rio est choqué de se rendre compte qu'il peut entendre la voix d'un dragon. Le dragon, quant à lui, se montre soulagé de pouvoir à nouveau utiliser sa télépathie. Il demande à Rio s'il a vu un faucon évoluer et Rio répond qu'il l'a tué. Le dragon est surpris et se demande comment un simple humain a pu avoir assez de pouvoir pour accomplir un tel exploit. En réponse, Rio lui montre l'épée qu'il a reçue du Dulahan. Le dragon la reconnaît immédiatement comme l'épée du roi des fées et demande ce que Rio a fait pour mériter un tel cadeau, mais même Rio ne sait pas répondre. Comme le dragon avait déjà terminé ses questions, Rio en profite pour poser les siennes aussi. Les deux discutent jusqu'au crépuscule, échangeant des paroles comme de vieux amis, jusqu'à ce que le dragon dise qu'il doit partir. Avant de partir, Rio se présente et le dragon révèle son nom, Luan. À ce stade, Rio profite vraiment de sa nouvelle vie. Tout va si bien que même l'ange responsable de sa réincarnation décide de vérifier à nouveau sa fiche spirituelle. En faisant cela, il se rend compte qu'il a laissé passer quelque chose d'important. Rio possède une compétence cachée qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Tout simplement parce que la dernière âme qu'il avait envoyée dans ce monde ne possédait pas cette caractéristique. Il s'agit du pouvoir de la jeunesse éternelle. C'est bien ça, Rio ne vieillira jamais. Mais que fera-t-il de ce don? Et qu'est-ce que cela signifiera pour son existence à partir de maintenant? Alors que ces questions restent en suspens, au bord d'une rivière, un garçon étrange aux cheveux rouges est allongé sur le sable. Qui est-il donc? En s'approchant du navire détruit, il trouve un homme étendu près de l'embarcation. En l'examinant, il se rend compte qu'il est déjà mort. Cependant, peu après, il entend un gémissement venant d'ailleurs et ses yeux s'illuminent. C'est le premier être humain qu'il rencontre depuis son arrivée dans ce monde. L'homme s'appelle Abel et a des flashbacks de l'attaque d'un monstre ressemblant à une pieuvre géante pendant une tempête, ce qui a fini par le faire tomber à la mer. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est dans la maison de Rio. Il comprend qu'il a survécu d'une manière ou d'une autre et commence immédiatement à chercher d'autres survivants. En sortant de la maison, il est encore plus perdu, car il n'a aucune idée d'où il se trouve. À ce moment-là, Rio s'approche par derrière et Abel est surpris de ne pas l'avoir senti arriver, même s'il est un guerrier expérimenté. Il est aussi impressionné par le style vestimentaire de Rio, mais préfère ne rien dire par politesse. Abel se présente et remercie Rio de lui avoir sauvé la vie. Rio répond qu'il n'a pu sauver que lui et que tous les autres étaient déjà morts lorsqu'il les a trouvés. Abel lui dit de ne pas s'inquiéter pour les autres, car c'étaient des contrebandiers, mais avant qu'il ne puisse donner plus de détails, son estomac gargouille. Rio suggère de poursuivre la conversation autour d'un repas et l'emmène à l'intérieur. Pendant le déjeuner, Abel, un peu curieux, ne résiste pas et demande à Rio d'où viennent ses vêtements. Il répond qu'il n'a pas d'autres vêtements et qu'il ne possède pas non plus de tissu pour en fabriquer de nouveaux. Abel suggère qu'il en achète, mais il s'arrête vite, imaginant que Rio est peut-être trop pauvre pour s'acheter des vêtements. Cependant, Rio le rassure en disant que personne d'autre ne vit dans cette région à part lui. Abel demande alors si Rio chasse sa propre nourriture et il confirme. Quand Abel lui demande s'il utilise le couteau pour cela, Rio lui montre sa magie de l'eau, expliquant qu'il s'en sert pour chasser. Abel est impressionné, car seulement la moitié de la population mondiale est capable d'utiliser la magie,
et il fait partie de l'autre moitié qui ne le peut pas. Cela surprend Rio, puisque l'ange lui avait dit que seulement 20% de la population était capable d'utiliser la magie. Ensuite, Abel demande à Rio de l'emmener jusqu'à la côte, car il doit vérifier quelque chose. En chemin, il dit que, s'il se retrouve en danger, il veut être en première ligne. Rio répond que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste, affirmant qu'il ne veut pas être le genre d'homme qui doit toujours être sauvé. Rio accepte et le laisse faire comme il veut. Ils arrivent au navire détruit, mais tous les corps ont disparu. Abel suppose que les monstres ou la mer les ont emportés. Il remercie à nouveau Rio de l'avoir sauvé, car il aurait connu le même sort. Ensuite, il dit qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais que maintenant il souhaite retrouver ses amis. Cependant, la tempête a entraîné le navire vers le sud et il n'a aucune idée de la direction à prendre. Puis, il a une idée soudaine et demande à Rio s'il aimerait l'accompagner. Rio est surpris par l'invitation et Abel dit qu'il pourrait l'aider à retrouver le chemin du retour et, en échange, il lui trouverait un travail en ville qui lui permettrait de vivre dans de meilleures conditions. Rio réfléchit à la proposition pendant un moment et décide de devenir le guide d'Abel jusqu'à la ville. Cette nuit-là, il regarde le jardin qu'il a cultivé avec tant d'efforts et ressent de la tristesse à l'idée de le laisser derrière lui. Avant de dormir, il dit à Abel qu'il va sortir pour faire ses adieux à quelqu'un. Le chevalier est intrigué, mais décide de ne pas insister. Pendant ce temps, Rio se rend au lac où vit le chevalier s'entête pour l'informer qu'il quittera la forêt pour un bon moment. Il le remercie de lui avoir appris à se battre et dégaine son couteau, disant qu'il se battra de toutes ses forces cette nuit-là. Le chevalier dégaine aussi son épée et alors, Rio attaque avec des coups puissants, le repoussant en arrière. Après un long et épuisant combat, Rio est complètement exténué et le chevalier retourne au lac. Rio le remercie une fois de plus et le chevalier reste silencieux. Cependant, lorsqu'il atteint sa place dans l'eau, il se retourne et invoque une armure magique des profondeurs comme cadeau d'adieu. Rio est ému par ce geste et remercie à nouveau avant de rentrer chez lui. Le lendemain matin, Rio et Abel se préparent à partir en voyage et Rio commence à ressentir de la nostalgie à l'idée de quitter l'endroit où il a passé tant de temps. Peu après, il croise un sanglier sauvage dans la forêt et Abel demande à s'en occuper. Il s'avance, l'épée à la main, et utilise une technique de combat qui transforme l'animal en quelque chose qui ressemble à un dos nu. Rio est émerveillé et demande « Qu'est-ce que c'est, les techniques de combat ?» Abel explique qu'il s'agit de techniques utilisées par ceux qui se battent avec des armes. Le soir, ils campent dans un arbre creux et, le lendemain, poursuivent leur route à travers la forêt. En chemin, ils croisent quelques hommes lézards dans un marais et Abel décide de changer d'itinéraire pour éviter l'affrontement, car ses ennemis sont particulièrement puissants. Cependant, Rio sent qu'ils sont suivis, même après avoir changé d'itinéraire. Abel se prépare à combattre et Rio dit qu'il y a trop d'ennemis, alors il utilisera aussi la magie. Abel pense que Rio ne pourra pas se battre sans son bâton, mais il est stupéfait de le voir invoquer 4 lances de glace et vaincre 4 hommes lézards d'un seul coup. Après le combat, Abel demande quel sort Rio a utilisé. Rio répond que ce n'est qu'une simple lance de glace, mais Abel dit que ses amis mages du vent ne peuvent lancer qu'une attaque à la fois, alors que lui en a lancé 4 d'un coup. Rio affirme que cela doit être une imitation de la magie du vent, car c'est normal en magie de l'eau. Abel décide de ne pas trop y penser et dit qu'ils devraient poursuivre leur voyage. Mais avant cela, Rio crée 2 verres de glace et les remplit d'eau invoquée magiquement. Abel remarque que Rio a utilisé une invocation différente de celle qu'il avait utilisée auparavant et le confronte, mais Rio esquive en disant qu'il a probablement mal entendu la dernière fois. Peu après, Abel donne une pièce à Rio, et ce dernier, tout excité, dit que c'est la première fois qu'il voit de l'argent de sa vie. Abel est complètement stupéfait, il se doutait bien que Rio était pauvre, mais pas au point de n'avoir jamais vu une pièce de monnaie. Il décide alors de lui expliquer un peu le monde, en commençant par les 3 principales nations des plaines centrales, le royaume de Naïkli, l'Empire d'Eb et la Fédération Randale. Rio se met immédiatement à se moquer du nom de l'Empire d'Eb, disant que c'est un nom ridicule, et alors qu'il continue de critiquer ce nom, les deux arrivent dans une grande clairière. Soudain, il remarque une pierre qui bouge toute seule. Rio, de son côté,
invoque un bouclier d'eau pour bloquer les pierres qui sont lancées dans sa direction. Ils étaient entrés dans un nid de golems de pierre. Rio demande si les golems ne devraient pas avoir une apparence plus humanoïde, mais Abel préfère d'abord s'occuper du danger avant de répondre. Il court vers le golem le plus proche et ouvre un trou dans son corps avec un coup puissant, mais la créature se régénère rapidement et continue d'attaquer. Abel recule, réalisant que les attaques physiques ordinaires sont inefficaces. Rio a alors une idée, il invoque un énorme bloc de glace dans les airs et le fait tomber sur les golems, les écrasant complètement. Abel reste stupéfait, car il n'a jamais vu un sort pareil auparavant, mais Rio utilise la même astuce plusieurs fois jusqu'à éliminer tous les ennemis. Après la bataille, il trouve un golem spécial avec une grande pierre magique dans son corps, et Abel dit qu'elle doit valoir une belle somme. Rio commande qu'il aimerait extraire les pierres magiques des autres golems aussi, mais comme ils sont tous ensevelis sous la glace, il ne veut pas s'embêter à tout faire fondre. Poursuivant leur voyage, ils tombent sur une créature gigantesque, un mélange de crocodile et d'hippopotame. Abel dit que c'est un behemoth, un monstre extrêmement rare et puissant qu'il n'a jamais vu de sa vie. Rio demande s'il devrait le chasser, mais Abel répond que ce serait impossible. À ce moment-là, quelques wyverns apparaissent dans le ciel et Rio s'enthousiasme, espérant assister à un combat entre monstres. Bientôt, les wyverns commencent à lancer des pierres magiques sur le behemoth, mais celui-ci ne fait que rugir, annulant la magie et faisant tomber les wyverns du ciel. Rio commente que le behemoth a probablement utilisé une capacité d'annulation de magie. Plus tard, pendant le dîner, Abel demande à Rio plus de détails sur cette capacité, car il n'avait entendu parler que de pièges magiques dans les donjons qui pouvaient annuler les sorts. Rio s'enthousiasme en entendant parler de donjons et Abel mentionne qu'il y en a un dans la ville de Lune, leur destination finale. Rio s'énerve de ne pas avoir été informé de cela plus tôt et demande à Abel s'il cache d'autres informations. En réponse, Abel lui demande s'il connaît au moins les nains et les elfes, et Rio lui demande de tout lui expliquer. Quelques jours plus tard, ils arrivent à une chaîne de montagnes et Rio affirme qu'après avoir traversé les montagnes, ils trouveront un village humain. Abel lui demande comment il peut en être aussi sûr, et Rio se demande s'il doit révéler qu'il a rencontré un dragon qui lui a beaucoup appris sur le monde. Finalement, il décide de garder cela secret, disant que c'est un savoir qui dépasse la compréhension humaine. Peu après, ils entendent un bruit étrange et se préparent à se battre. Un monstre immense appelé Griffon apparaît en volant dans le ciel et les deux paniquent. Abel commence à faire une crise d'angoisse, mais Rio règle rapidement la situation en lançant un morceau de viande en l'air. Abel l'imite et le griffon avale les deux morceaux avant de s'envoler au loin. Les deux poussent un soupir de soulagement et reconnaissent qu'ils auraient été tués rapidement s'ils avaient essayé de se battre. En poursuivant leur route, Abel fait remarquer qu'aucun humain n'a vu un behemoth ou un griffon depuis 100 ans, et que les hautes montagnes les empêchent probablement d'atteindre les colonies humaines. Cela rappelle à Rio que les wyverns qui ont affronté le behemoth venaient du nord, ce qui signifie que leur nid est tout proche. Et il avait raison, car il tombe bientôt sur quelques wyverns en train de se nourrir d'une créature. Rio veut se battre, mais Abel prévient qu'il faudrait au moins une vingtaine d'aventuriers expérimentés pour affronter des monstres de ce niveau. Rio dit qu'il sera inévitable de les affronter un jour et demande à Abel s'il pourrait les vaincre en combat rapproché si leurs ailes étaient immobilisées. Abel répond que oui, et Rio sort immédiatement de la cachette et commence à réciter une fausse incantation élaborée uniquement pour invoquer 4 lances de glace qui transpercent les ailes des wyverns. Abel en profite pour les tuer avec précision, mais 2 autres wyverns apparaissent alors. Rio les immobilise à nouveau, cette fois avec des lances de glace, sans même utiliser d'incantation, ce qui rend Abel méfiant. Quoi qu'il en soit, ils parviennent à vaincre les wyverns et à récupérer leurs pierres magiques. Après cela, ils poursuivent leur voyage vers le nord, mais c'est là que la vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Rio et Abel ont poursuivi leur périple tout en discutant s'ils devaient ou non prendre le risque de croiser à nouveau des wyverns. Alors que Rio ne voyait aucun inconvénient à combattre ces bêtes monstrueuses, Abel, lui, ne voulait absolument pas affronter un danger de ce niveau. Malgré tout, il était content que Rio ait affronté les wyverns auparavant, car maintenant ils avaient tous les deux un sac rempli de pierres magiques qu'ils pourraient échanger contre une belle somme d'argent.
Après avoir traversé une région au nord, ils aperçurent au loin un sentier étroit, ce qui indiquait la proximité d'une ville s'ils continuaient sur cette route. Abel regarda autour de lui et remarqua que la route menait vers une montagne gigantesque à l'est, ressemblant à l'Everest lui-même. C'est pourquoi il suggéra qu'ils marchent vers l'ouest. Malgré cela, Abel reconnut les montagnes enneigées à l'est, mais il ne partagea pas cette information avec Rio. Il se contenta d'informer que, en suivant ce chemin, ils arriveraient à la ville de Kiad. Rio s'enthousiasma à la nouvelle et commenta à quel point il avait envie de dormir dans un vrai lit. Abel fut surpris de constater que Rio était du genre à aimer se détendre, car il l'avait toujours imaginé comme un homme des cavernes qui ne pensait qu'à combattre des monstres. Quoi qu'il en soit, il commença à raconter à Rio ce qu'il devrait faire en arrivant à Kiad, y compris goûter à la cuisine locale qui, selon Abel, était extrêmement savoureuse. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux amis n'arrivent en ville et, une fois sur place, ils entrèrent dans un restaurant local pour manger. Là, Abel expliqua à Rio comment fonctionnaient les guildes d'aventuriers et lui conseilla de s'inscrire, puisqu'il était très fort. Selon lui, la carte de la guilde servait aussi de pièce d'identité et, avec elle, Rio pourrait entrer partout dans le pays sans payer de taxes. L'idée plut à Rio, surtout parce que, ce jour-là, Abel avait dû payer une pièce d'argent aux gardes pour qu'il puisse entrer. Abel mentionna encore un autre avantage à s'inscrire à la guilde, il serait possible de vendre des pierres magiques et des parties de monstres. Cependant, il précisa que pour vraiment profiter de ce genre de ressources, Rio devrait devenir alchimiste. En tant qu'amateur de chimie, Rio s'intéressa immédiatement à l'alchimie et commença à envisager sérieusement de devenir aventurier. La serveuse servit du riz au curry et Rio fut sincèrement surpris de découvrir que ce monde possédait aussi des plats génériques comme ceux de sa vie précédente. Il murmura pour lui-même que, dans les animes isekai classiques, le protagoniste souffre généralement beaucoup avant de réussir à recréer des plats de son monde d'origine. Et comme le curry existait déjà dans le monde de Fey, Rio considéra cela comme une véritable bénédiction. Sans perdre de temps, il se jeta sur la nourriture comme un vrai mukbanger, commandant des portions à répétition. Le lendemain matin, il parlait encore de combien il avait adoré le curry, ce qui rendit Abel curieux au sujet du passé de Rio, pensant qu'il n'avait jamais mangé quelque chose de vraiment bon. Comme Abel n'avait rien dit à propos du curry de la ville, Rio plaisanta en disant qu'il cachait peut-être d'autres secrets savoureux. Cela surprit Abel, ce qui laissa entendre qu'il cachait effectivement quelque chose. Il reprit à la route, traversant des prairies et des champs cultivés, jusqu'à finalement atteindre la ville de Loon. En s'approchant de la porte d'entrée, le garde local reconnut Abel et fut choqué de le voir, car il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait disparu. N'ayant pas le temps de longues explications, Abel se contenta de dire au garde que l'homme qui l'accompagnait lui avait sauvé la vie. Le garde remercia Rio avec enthousiasme et lui serra chaleureusement la main. Comme Rio n'était pas encore un aventurier enregistré, il dut payer le droit d'entrée. Une fois de plus, Abel paya une pièce d'argent à sa place. Le garde souhaita alors la bienvenue à Abel et lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite. En observant la conversation, Rio remarqua qu'Abel devait être très connu et apprécié dans la ville. Ensuite, les deux se dirigèrent vers la guilde des aventuriers. En chemin, Abel expliqua que normalement, lors de l'inscription, un aventurier commençait au rang F. Cependant, comme il était vétéran, il pouvait servir de référence pour Rio, ce qui lui permettait de commencer directement au rang E, voire D. Les règles de classement suivaient une logique courante, plus le rang était élevé, plus les missions disponibles étaient difficiles. Malgré cela, Abel pensait que Rio n'aurait même pas besoin d'accepter des missions, puisqu'il deviendrait riche rien qu'en vendant toutes les pierres magiques qu'il possédait. La quantité était si grande que, s'il vendait tout d'un coup, il pourrait même faire s'effondrer le marché. C'est pourquoi Abel voulait consulter le maître de la guilde avant de prendre une quelconque décision. Dès qu'ils sont entrés dans la guilde, tout le monde a été choqué et ému de voir qu'Abel était vivant et en bonne santé. De nombreuses personnes se sont rassemblées autour de lui et Rio a souri en réalisant qu'il s'était lié d'amitié avec quelqu'un d'aussi populaire. Il a préféré s'éclipser pour ne pas déranger et a décidé de faire un tour en ville. Au cours de sa promenade, il a rencontré une jeune elfe qui a manifesté de l'intérêt pour ses vêtements, les identifiant comme appartenant au roi des fées. Rio était perplexe,
car il n'avait aucune idée de qui était ce fameux roi. Malheureusement, l'elfe a dit qu'elle était pressée et est partie rapidement, en espérant le revoir bientôt. Abel est apparu peu après, cherchant Rio et l'a ramené à l'intérieur de la guilde, le présentant à tout le monde comme l'homme qui lui avait sauvé la vie. Abel l'a poussé en avant et, en peu de temps, tout le monde s'est montré heureux et reconnaissant envers Rio pour son courage. Après que tout le monde soit retourné à ses occupations, Abel emmène Rio voir la réceptionniste de la guilde pour commencer le processus d'inscription en tant qu'aventurier et le recommande personnellement, demandant que Rio soit directement enregistré comme aventurier de randée. La réceptionniste n'en revient pas de voir qu'une personne comme Abel, membre du célèbre groupe Crimson Sword, recommande quelqu'un. Elle révèle que c'est la première fois qu'un membre de ce groupe fait une telle chose, ce qui signifie que Rio doit vraiment être quelqu'un de spécial. Malgré tout, elle approuve la demande, mais explique que Rio devra tout de même passer par une évaluation physique obligatoire. Pendant ce temps, Abel explique qu'il doit parler au maître de la guilde. Peu après, le maître de la guilde, Riul, au tempérament théâtral, arrive en courant dès qu'il apprend le retour d'Abel. Abel le présente alors Rio et dit qu'il veut qu'il passe l'examen de promotion de rang. Rio répond que, pour cela, il sera nécessaire de tester sa force. Mais Abel affirme que Rio est plus fort que lui, ce que le maître de la guilde a du mal à croire. Pour prouver son point de vue, Abel montre à Rio toutes les pierres magiques qu'ils ont collectées sur les wyverns, et Rio est complètement sous le choc. Il dit que la quantité de pierres magiques indique qu'ils ont chassé assez de wyverns pour détruire un pays entier. Abel le rassure en disant qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'une attaque de monstres, car ils ont chassé les wyverns au sud des montagnes maléfiques. Rio demande alors si le nom de la montagne a une signification particulière, et Abel répond qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un ayant traversé ces montagnes en toute sécurité. Elles sont tellement dangereuses que même les aventuriers de plus haut rang n'osent pas s'y rendre sans une très bonne raison. Rio est stupéfait d'apprendre que lui et Abel ont été les premiers à accomplir cet exploit et accepte immédiatement d'augmenter le rang de Rio sans qu'il ait besoin de passer d'examen. À ce moment-là, le groupe d'Abel fait irruption dans la salle, visiblement ému de revoir leur compagnon, pensant qu'ils ne le reverraient jamais. Le maître de la guilde décide de les laisser à l'aise pour qu'ils puissent se retrouver, tandis qu'il emmène Rio dehors afin de procéder à son enregistrement. Rio l'accompagne et Abel lui demande d'attendre ensuite à la réception, car il veut l'emmener dans un endroit spécial. Rio conduit Rio jusqu'à son bureau, expliquant que le groupe d'Abel, l'épée cramoisie, est l'un des plus forts et populaires de la guilde. Rio ne semble pas surpris, mais il se demande s'il mérite vraiment de commencer directement en tant qu'aventurier de randée. Rio répond alors qu'il connaît bien le talent d'Abel, mais il sait qu'il ne pourrait pas vaincre un wyvern tout seul. Cela le fait croire que Rio a joué un rôle essentiel dans le combat, ce qui justifie son rang initial. Peu après, la réceptionniste arrive au bureau avec l'équipement nécessaire pour enregistrer officiellement Rio comme aventurier, et Rio lui confie cette partie, car il est submergé par la paperasse. La réceptionniste, nommée Nena, se présente et commence l'entretien de base. Elle informe Rio qu'il pourra rester dans les logements de la guilde pendant 300 jours après l'enregistrement, mais qu'il devra ensuite trouver un autre endroit où vivre. Ensuite, elle mentionne le cours d'exploration de donjons proposé par la guilde pour les débutants comme lui. Rio manifeste immédiatement son intérêt à y participer et Nena fixe le cours dans 2 jours, à 9h du matin. Rio est choqué de découvrir qu'il existe des horloges dans ce monde. La réceptionniste poursuit alors la procédure d'enregistrement et demande à Rio de poser la main sur un dispositif en cristal. Dès que Rio touche le cristal, celui-ci scanne ses données biométriques et les transfère sur une plaque de métal au sommet de l'appareil, la transformant ainsi en sa carte de guilde. Nena le félicite d'être officiellement enregistré. Après cela, il quitte le bureau et, peu après, Abel emmène Rio faire un tour en ville. Il dit qu'il veut acheter des vêtements et un bâton comme paiement pour l'avoir escorté jusqu'ici. Rio le remercie pour les vêtements, mais reste intrigué à propos du bâton. Abel explique que tous les mages en ont besoin d'un, mais Rio répond qu'il arrive à utiliser la magie parfaitement sans aucun outil. De plus, il se bat aussi à l'épée au corps à corps, donc un bâton ne lui serait pas utile. Abel est surpris,
d'autant plus lorsque Rio révèle que le petit couteau qu'il porte est en réalité son épée. Malgré cela, Rio dit qu'il y a quelque chose de plus urgent que des vêtements ou un bâton. Des informations de base sur le fonctionnement du monde. En peu de temps, il découvre que les heures, les jours, les semaines et les mois suivent le même modèle que sur Terre et que même le système métrique est utilisé. Cela le convainc que quelqu'un venant de la Terre est arrivé dans ce monde il y a très longtemps et a modifié la culture locale, ce qui explique les nombreuses similitudes avec son monde d'origine. Alors Abel revient du magasin après avoir payé les achats et dit que le véritable événement de la journée est encore à venir. Il emmène Rio dans une immense auberge où tous les amis de la guilde sont réunis pour fêter son retour sain et sauf. Ils font la fête toute la nuit et, le lendemain matin, Nena doit aller chercher Rio pour lui montrer où il va loger. Elle le conduit dans une chambre où deux aventuriers débutants sont déjà installés. Le garçon aux cheveux bruns se présente comme Neo et le blond comme Ido. Il souhaite la bienvenue à Rio et, dès que Nena s'en va, Neo commence à dire à quel point il l'aime. Ido le réprimande en lui disant d'arrêter de rêver de femmes hors de sa portée. Ensuite, il commence à discuter avec Rio de la vie dans les logements de la guilde. Soudain, Nena revient dans la chambre avec un autre aventurier tout juste inscrit, qui se présente timidement comme Amon. Ainsi, les quatre garçons commencent rapidement à tisser des liens d'amitié. Quelques jours plus tard, Rio et Amon terminent leur cours intensif d'exploration de donjons pour débutants et l'instructeur les informe que l'après-midi, ils entreront dans le premier niveau d'un donjon. Amon est visiblement tendu à cette idée, mais Rio essaie de le rassurer, disant que s'il se laisse submerger par le stress maintenant, il sera épuisé quand ils auront vraiment besoin d'énergie. L'instructeur demande alors si quelqu'un a des questions, et Rio soulève un point concernant la possibilité de se téléporter instantanément vers les étages déjà atteints. L'instructeur est impressionné, car seuls les aventuriers expérimentés connaissent ce détail. Il explique que certaines donjons du Sud disposent de cette fonctionnalité de voyage instantané entre les points de contrôle, mais que le donjon de l'Aune n'offre pas un tel avantage. Ensuite, l'instructeur conduit tous les élèves jusqu'au donjon, qui se trouve au centre de la ville. Il explique que la ville a été construite autour du donjon et que, tous les quelques années, la population de monstres augmente soudainement, atteignant parfois la surface. Les murailles autour du donjon servent à protéger les civils de ces attaques, mais il rassure les nouveaux en disant qu'il n'y a actuellement aucun risque d'une vague massive de monstres. Peu après, le groupe arrive au premier étage du donjon, qui est une zone sûre, sans monstres. L'instructeur autorise les élèves à explorer l'étage, mais les avertit qu'ils doivent rester près de l'entrée. Rio et Amon forment un duo, et bientôt Rio sent l'approche d'un monstre. Il dit à Amon d'attaquer pendant qu'il le retient, et le garçon, nerveux, dégaine son épée. Quelques instants plus tard, une fourmi monstrueuse apparaît, et Rio l'identifie immédiatement comme une fourmi soldat, quelque chose qu'il a vu dans un livre. Il guide Amon pour qu'il attaque le cou de la créature pendant qu'il l'immobilise avec des lances de glace. Rio plaque complètement le monstre au sol, et Amon parvient à le décapiter facilement, réalisant ainsi sa première élimination. Euphorique, il célèbre, et Rio récupère la pierre magique de la fourmi comme trophée de leur première chasse réussie. Plus tard, ils dînent avec leurs colocataires, qui veulent fêter leur première incursion dans le donjon, et sont impressionnés qu'ils aient vaincu une fourmi soldat. Amon admet qu'il n'a fait que porter le coup final et que c'est Rio qui a vraiment maîtrisé le monstre. Ensuite, il dit qu'il veut retourner dans le donjon le lendemain, mais qu'il a peur d'y aller seul. Rio propose de l'accompagner, disant qu'il est lui aussi intéressé à enquêter davantage, surtout parce qu'il a trouvé étrange de croiser un monstre au premier étage, alors que l'instructeur avait assuré qu'il n'y en aurait pas. Ido commente qu'il a aussi entendu des rumeurs sur des fourmis soldats qui apparaissent récemment dans les étages supérieurs, ce qui intrigue les garçons quant à la cause de ce phénomène. À ce moment-là, Abel apparaît et explique que ces fourmis sont capables de creuser jusqu'aux étages supérieurs. Les garçons sont sous le choc de voir de près l'aventurier le plus célèbre de la ville. Rio, comme toujours, reste franc avec son ami, et Abel demande au garçon de veiller sur lui, car il n'a pas beaucoup de bon sens. Soudain, Neo se lève en position de respect et se présente à Abel,
disant qu'il est son idole et qu'un jour il veut devenir un aventurier célèbre comme lui. Il lui demande de lui serrer la main, et Abel accepte, lui conseillant de faire des efforts, mais de toujours donner la priorité à sa propre survie. Rio demande alors ce qu'Abel fait là si tard, et il répond qu'il vient tout juste de rentrer d'une mission. À ce moment-là, son groupe apparaît et les filles sont furieuses qu'il soit venu ici avant de faire son rapport au maître de la guilde. Il dit qu'il faisait simplement aider quelques novices qui avaient besoin de conseils. Méline, avec mépris, ordonne à Owen, le fils perdu de Sheik, de le ramener ailleurs. Le grand costaud jette Abel sur son dos pendant que ce dernier crie comme un enfant. Ling commence alors à fixer Rio avec des yeux envieux, ce qui le met mal à l'aise, et il lui demande ce qu'elle veut. Mais la prêtresse Leia intervient, ordonnant à Ling d'arrêter ça, et s'excuse auprès de Rio pour le dérangement. Quand il s'éloigne, Ido et Nis commencent à se comporter comme des fans, en commentant le groupe. Mais Rio ne comprend pas ce qu'il trouve d'aussi impressionnant chez cette bande d'idiots. Pendant ce temps, Ria dit à Ling que ce n'était pas sympa de fixer Rio, mais elle répond qu'elle était juste curieuse, car Abel parle toujours beaucoup de ses talents magiques. Rio admet qu'elle est aussi curieuse, mais Abel assure que bientôt tout le monde verra de quoi Rio est vraiment capable. Le lendemain, Rio et Amon retournent dans le donjon et cette fois, ils affrontent quelques chiens monstrueux. Tandis que Rio les maintient immobilisés avec des lances de glace, Amon montre qu'il est un épéiste plutôt correct et parvient à en vaincre quelques-uns. Pendant la pause après le combat, Rio commente que le style de combat à l'épée d'Amon lui rappelle celui d'Abel. Amon explique qu'il a été entraîné par un vieil homme nommé Kiro, qui avait appris à se battre dans une grande école de la capitale. Rio suppose qu'Abel a également appris dans cette même école et voit un grand potentiel en Amon pour devenir encore plus fort. Amon est impressionné par les connaissances de Rio en combat à l'épée, même s'il est un mage. Rio révèle qu'il a eu un mentor, mais qu'il a développé son propre style d'escrime. Il commente que le style d'Amon est épuisant, mais sûr, et qu'il lui suffit d'améliorer son endurance. Il raconte aussi qu'Abel avait l'habitude de pratiquer sa technique d'épée dès le réveil pendant les voyages, montrant que même les plus talentueux doivent faire des efforts. Amon se sent motivé par cela et décide de s'entraîner davantage pour devenir plus fort, ce qui satisfait Rio. Le lendemain, Rio visite la bibliothèque de la ville et est surpris par la taille de l'endroit. Il demande à la bibliothécaire de l'emmener à la section d'alchimie et elle le conduit jusqu'à la partie réservée aux débutants. Cependant, il y a tellement d'options qu'il se sent dépassé et décide de faire une pause à l'extérieur. Soudain, la ville s'assombrit à cause d'une éclipse solaire totale, et Rio observe le phénomène directement, sans protection pour les yeux, comme son oncle qui a fini aveugle. Une seconde plus tard, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Toutes les personnes autour de lui ont disparu, et même l'atmosphère est différente. Soudain, il sent une attaque venir de derrière et réagit à temps, bloquant une puissante rafale de feu avec un mur de glace. Il essaie de comprendre qui l'a attaqué et aperçoit une démone s'approcher d'un pas menaçant, comme si elle venait tout droit de GTA 4. Elle semble s'amuser en voyant un humain sur son territoire et décide de se divertir en le battant. Rio comprend qu'il est face à un démon et il est certain que c'est la créature la plus puissante qu'il ait jamais vue dans ce monde. Il pense à fuir, mais il sent que peu importe ce qu'il tente, il ne pourra pas s'échapper de cet endroit étrange. Alors, il décide de se battre. Il invoque immédiatement des dizaines de boucliers de glace avant que la démone n'attaque, bloquant ainsi sa tempête de feu. L'ennemi change brusquement de tactique et lance un projectile invisible de vent qui transperce les boucliers, mais il est arrêté par l'armure de Rio. La démone est surprise qu'une armure humaine puisse bloquer son attaque, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il porte le manteau du roi des fées. Cela lui fait comprendre qu'il est un mage puissant, digne de respect. Elle décide alors d'utiliser son épée au lieu de la magie. Rio dégaine aussi son épée de glace et bloque le coup. Il garde une posture défensive tandis que la démone le presse, se déplaçant bien plus vite qu'il ne peut suivre. De justesse, il évite un coup fatal au visage. Il décide alors de contre-attaquer, lançant des centaines de lances de glace. Mais la démone esquive toutes les attaques, distraite et sans se rendre compte que l'éclipse est sur le point de se terminer.
Ryo remarque qu'elle utilise de la magie du vent pour augmenter sa vitesse et, au moment où elle saute pour porter le coup final, il parvient à le bloquer facilement. Malgré sa rapidité, ses attaques sont inférieures à celles du chevalier sans tête qu'il a entraîné. La démone est surprise par ses compétences et lui demande qui il est, puisqu'il possède à la fois la cape et l'épée du roi des fées. Elle crée une boule de feu pour l'attaquer, mais Ryo l'annule immédiatement avec une lance de glace. Agacée, elle décide de le tuer sur le champ, réalisant qu'il pourrait devenir un problème si le combat s'éternise. Elle lance alors des attaques plus féroces, mais Ryo se défend avec assurance. À un certain moment, il trouve une ouverture et contre-attaque, faisant perdre l'équilibre à la démone. C'était le moment que Ryo attendait. Il lance une nouvelle salve de lance de glace. La démone crée un mur de feu pour se protéger, mais lorsque l'intensité des attaques augmente, elle érige des murailles de pierre autour d'elle. Ryo change de stratégie, utilisant des jets d'eau à haute pression pour traverser la pierre et blesser la démone. Elle est surprise de constater que les attaques lui ont infligé des dégâts. Mais, heureusement pour elle, Ryo attaquait à l'aveugle à cause de la fumée. Décidé à en finir avec le combat, il avance pour porter le coup final, mais la démone saute dans sa direction et bloque l'attaque. Lors de l'affrontement aérien, Ryo remarque que ses blessures guérissent rapidement. Cette distraction lui permet de le projeter contre un immeuble. Alors qu'elle s'apprête à lancer une attaque finale, elle remarque des gouttes d'eau tombant du ciel. Intriguée, elle sent une des gouttes sur son visage et pousse un cri de douleur en découvrant que l'eau est plus chaude que le point d'ébullition. Désespérée, elle se couvre d'une sphère de pierre pour se protéger de la pluie brûlante pendant que Ryo redescend sur le champ de bataille. Soudain, la femme démon libère une puissante magie de flamme, faisant exploser tout autour d'elle. Elle s'avance vers Ryo d'un air menaçant, mais à ce moment-là, l'éclipse touche presque à sa fin et son épée commence à se désintégrer dès que la lumière du soleil la touche. La démoniste commande qu'ils ne pourront pas terminer le combat cette fois-ci et Ryo, agacé, lui dit de disparaître tout de suite. Léonore n'est pas dérangée par son ton grossier et se présente, demandant le nom de Ryo. Il révèle son nom, tout en précisant clairement qu'il ne veut rien savoir d'une démone. Léonore est surprise de constater qu'il connaît déjà les démons et regrette de s'être amusé pendant le combat au lieu de l'avoir éliminé pour de bon. Elle affirme alors qu'ils se battront à nouveau à l'avenir, mais qu'il est possible qu'un autre démon le trouve avant cela. Elle lui dit de ne pas mourir pour qui que ce soit, car la prochaine fois, elle sera bien plus forte et finira le travail de ses propres mains. Ryo est choqué par cette déclaration, mais l'éclipse prend bientôt fin et tout redevient normal, sans laisser de traces du combat qui venait d'avoir lieu. Se sentant étrange et troublé, Ryo décide d'acheter quelques livres puis d'aller se reposer. Il va d'abord à la banque pour retirer l'argent qu'il a obtenu en vendant les pierres magiques d'Ivan, puis il passe au dortoir pour voir ses amis. En remarquant qu'ils ne sont pas dans la chambre, il se prépare à partir, mais finit par les trouver en train de se faire intimider par d'autres aventuriers. Mille et Ido accusent Ryo d'être un lâche pour avoir attaqué les brutes alors qu'elles étaient blessées, mais le chef du groupe, Dan, réplique en disant que les monstres tentent des embuscades de la même façon dans le donjon et qu'ils mourront s'ils n'apprennent pas à gérer cela. Soudainement, les sbires de Dan sont mis KO parce que Ryo les a attaqués par derrière. Il acquiesce alors à Dan, disant qu'il a raison, mais qu'il devrait suivre ses propres conseils de temps en temps. Ensuite, il demande à Dan s'il est prêt à fuir maintenant que ses amis sont tombés. Dan essaie de le frapper avec un coup de poing, mais Ryo esquive facilement et frappe le ventre du garçon avec le pommeau de son épée, le faisant vomir son petit déjeuner. Après cela, Ryo va soigner les amis, disant qu'ils doivent améliorer leur endurance pour qu'aucun idiot ne puisse encore les prendre par surprise. Mais avant cela, il recommande à tout le monde de se reposer et de récupérer. Il se dirige ensuite vers les bains publics, où le prêtre Ido soigne la blessure que Ryo a reçue de la balle de vent. Tout le monde est curieux de savoir qui a bien pu blesser quelqu'un d'aussi fort que lui, mais Ryo décide de ne rien dire à propos de la démone pour l'instant, car le plus important à ce moment-là était de se détendre. Et c'est là que la vidéo se termine. Peu après, Aemon, Nils et Ido commencent à explorer le donjon en équipe.
Pendant que Niels et Aemon affrontent des gobelins, Ido demeure en retrait, prêt à les assister et à les soigner dès qu'ils subissent des blessures. Niels récupère les pierres magiques laissées par les gobelins pendant qu'Ido soigne les blessures d'Aemon, et tous deux discutent du danger que représentait la rencontre avec ses ennemis. Niels suggère de battre en retraite, car continuer serait trop risqué, surtout qu'il n'aurait pas dû rencontrer des archers gobelins dès le 4e étage du donjon. Ido est d'accord avec lui, mais Aemon insiste sur le fait qu'il veut chasser davantage de monstres afin de gagner de l'argent. Cependant, Niels se souvient du conseil d'Abel, qui les avait prévenus de ne jamais risquer leur vie pour des choses moins importantes. Finalement, il décide de retourner à la surface, ce qui s'avère être la décision la plus judicieuse de la journée, car quelques étages plus bas, un groupe d'aventuriers est complètement anéanti par un monstre énorme et puissant. Une fois à la surface, Rio réfléchit au fait que la magie de Léonore était incroyablement puissante, mais il réalise qu'il était à son niveau en termes de vitesse d'incantation. Il décide de s'efforcer de renforcer ses points forts et de combler ses lacunes, se souvenant qu'il n'avait pas réussi à suivre la rapidité des mouvements de Léonore la veille. Il envie sa magie du vent, mais décide rapidement de ne pas s'attarder là-dessus et de créer ses propres solutions. Il pense qu'il pourrait utiliser des jets d'eau pour se propulser. Bien qu'il l'ait déjà fait sous l'eau, il ne sait pas si cela fonctionnera à la surface. Alors, il érige une plateforme de glace devant lui et emploie des centaines de minuscules jets d'eau émanant de son dos afin de tenter de se propulser. Néanmoins, le résultat est peu concluant. Il avance avec la lenteur d'une vieille dame traversant la chaussée. Rio est frustré, mais décide de considérer cela comme un travail en cours, le même nom qu'il donne à sa santé mentale. Puis, il se rend à la bibliothèque pour apprendre sur les démons et l'alchimie. Au même moment, la mage de Baran, Lynn, du groupe d'Abel, étudie également à la bibliothèque. Elle cherche désespérément des informations sur un sort qui pourrait générer un mur de glace assez robuste pour détruire des golems, mais ses recherches restent vaines. Pourtant, elle est satisfaite, voulant croire que Rio n'est qu'un charlatan ayant dupé Abel, et pense que seul le mage le plus puissant du continent pourrait lancer de tels sorts. En remettant le livre sur l'étagère, elle aperçoit l'elfe Syrah. Les deux échangent des salutations et discutent un peu, jusqu'à ce que Syrah se souvienne qu'elle doit retourner auprès de son groupe. Ailleurs dans la ville, Aemon et les autres retournent à la guilde, et Niels se met à dégayer en voyant la réceptionniste Nena. Ido lui tape sur la tête et, prenant les devants, rapporte à Nena qu'ils ont rencontré des archers gobelins au 5e étage, ce qui est quelque chose de tout à fait inhabituel et qu'ils ont donc décidé de revenir rapidement pour le signaler. Nena confirme la réception des pierres magiques qu'ils ont remises et court informer le maître de guilde de l'incident, remerciant les garçons d'avoir apporté cette information cruciale. Hugues, le maître de guilde, est contrarié d'apprendre que des gobelins ont été trouvés au 5e étage, car ces monstres vivent d'ordinaire aux étages inférieurs au 10e. Il craint que ce ne soit le signe d'un problème majeur et demande que l'on convoque immédiatement toutes les équipes de rang B et supérieur. Nina répond que seulement 2 groupes de haut rang sont présents en ville à ce moment précis. L'épée écarlate d'Abel et la brigade blanche. Par conséquent, Abel et son groupe sont convoqués au bureau de Hugues, mais Abel n'est absolument pas enchanté d'apprendre qu'il va devoir collaborer avec la brigade blanche, car il n'apprécie guère leur chef. Les filles de son groupe lui disent d'arrêter d'être enfantin et il se calme avant d'entrer dans la pièce. Phelps, le chef de la brigade blanche, est déjà là et Abel s'efforce de ne pas faire la grimace en le voyant. Quand tout le monde s'assoit, Hugues explique que des gobelins ont été trouvés au 5e étage du donjon et assure que l'information est totalement fiable. Il déclare que l'épée écarlate et la brigade blanche devront pénétrer dans le donjon pour examiner tout signe d'une éventuelle recrudescence de monstres. Hugues précise que la dernière est survenue il y a 10 ans. Bien que cela semble trop tôt, il est possible qu'une autre soit en train de se former. Il offre un paiement anticipé de 100 pièces d'or et 200 autres à la fin de la mission. Abel demande si la mission est seulement d'enquêter, ce que Hugues confirme. Phelps demande alors ce qu'il devrait faire si, en fait, la vague a déjà commencé. Hugues répond que dans ce cas, ils doivent immédiatement remonter à la surface, car la guilde isolera le donjon avec des murs et demandera l'aide des chevaliers pour s'occuper des monstres. Hugues informe qu'il a déjà alerté le seigneur féodal local et le quartier général des chevaliers, car s'il s'agit bien d'une nouvelle vague, ils doivent être parfaitement préparés. Il demande alors si les deux groupes acceptent la mission, et tous deux acceptent sans hésiter. Le lendemain, Hugues se prépare à visiter la bibliothèque du Nord avant même que ses colocataires ne se réveillent. Il souhaite approfondir ses études en alchimie, ayant entendu dire que cette bibliothèque possédait des ouvrages beaucoup plus avancés.
Ido confirme avoir entendu la même chose et précise que seuls les aventuriers de rang D ou supérieur ont accès à cette bibliothèque. Aemon ajoute que des rumeurs circulent selon lesquelles des livres interdits y seraient également conservés. Hugh est très enthousiaste en entendant cela, mais Ido lui rappelle qu'il doit être au minimum un aventurier de rang B pour pouvoir consulter ses ouvrages spéciaux. Néanmoins, les garçons lui souhaitent bonne chance dans sa quête de savoir alors qu'il se prépare pour une nouvelle incursion dans le donjon. Hugh arrive bientôt à la bibliothèque du Nord et apprécie immédiatement l'atmosphère du lieu. Il commence à chercher les livres dont il a besoin et pense que s'il demande des informations sur des ouvrages liés aux démons, cela provoquera certainement un tumulte. Cependant, alors qu'il monte les escaliers menant au premier étage, il aperçoit l'elfe Sarah et en est immédiatement enchanté. Pendant ce temps, Hugh et les deux groupes d'aventuriers de haut rang arrivent aux portes du donjon. Alors qu'ils s'apprêtent à ouvrir les portes, Abel arrête Hugh, car ses intuitions lui révèlent que quelque chose cloche. Il demande alors à Lynn d'employer sa magie du vent pour explorer le premier étage, à la recherche de monstres. Rapidement, elle détecte des centaines de créatures patientant juste derrière les portes. Tout le monde panique en entendant cela, car c'est la preuve définitive qu'une vague massive de monstres a déjà commencé. Hugh ordonne à tout le monde de se replier et de contacter immédiatement les chevaliers et la guilde. À la guilde, Mills et les autres voient l'avis indiquant que le donjon a été fermé et pensent que c'est à cause des archers gobelins qu'ils ont rencontrés. Cependant, un homme arrive en courant, proclamant qu'une immense vague de monstres est déferlée et que tous les aventuriers sont instamment priés de se précipiter vers les remparts, ceinturant le donjon afin de repousser les créatures. Pendant ce temps, Hugh et Sarah continuent de se fixer, inconscients du chaos extérieur. Finalement, elle commande qu'ils se retrouvent. Il se présente et Sarah lui demande s'il cherche quelque chose de spécifique. Hugh révèle presque qu'il étudie les démons, mais se rattrape en disant qu'il veut apprendre l'alchimie pour créer des golems. Syrah est impressionnée par son ambition, car la création de golems n'est pas une tâche aisée. Elle lui explique qu'il n'y a pas de livre traitant directement de cela, mais elle lui demande de la suivre, car elle sait quels ouvrages pourraient mieux l'aider puisqu'elle connaît presque tout de la bibliothèque. Ils commencent à discuter de livres et d'aventures en marchant, et Sarah révèle qu'elle est l'unique membre d'un groupe de rang B appelé Vent. Hugh mentionne avoir entendu dire qu'il n'y avait qu'une seule elfe en ville, et Sarah confirme, disant que les elfes ne se mêlent généralement pas aux humains, mais qu'elle est une exception. Pendant ce temps, tous les aventuriers de la ville se positionnent sur les murs du donjon, et bientôt, les monstres défoncent les lourdes portes. Hugh ordonne à tous d'attaquer avec de la magie et des flèches, déclenchant une bataille féroce contre l'armée de gobelins. Les chevaliers rejoignent la lutte, la situation semble maîtrisée un instant. Cependant, Hugh s'inquiète car il y a beaucoup plus de monstres que lors de la dernière vague. Pendant ce temps, le groupe d'Abel est à court de flèches, mais Mills arrive avec un tonneau rempli ainsi qu'un message de Hugh. Son équipe doit éliminer le chef des monstres après la fin de la vague de créatures inférieures. Bientôt, presque tous les gobelins sont éliminés et Hugh ordonne à Abel et Phelps de mener leurs équipes dans l'assaut final. Ils sautent des murs et Lynn utilise la magie du vent pour amortir leur chute. Ils progressent vite, éliminant les gobelins jusqu'à la porte où les attend le chef. Un général gobelin apparaît, et ils croient que la bataille finit s'ils le battent. Cependant, deux autres généraux sortent juste après, et Abel réalise qu'ils font face à un roi gobelin. Il les avertit qu'ils doivent absolument vaincre les généraux avant l'arrivée du roi, car sinon, ceux-ci deviendront encore plus puissants. Il décide que lui et Phelps affronteront chacun un général, tandis que Lynn et Lia s'occuperont du troisième. Le combat débute et Abel réussit à couper les bras de son ennemi. C'est alors qu'il aperçoit le roi gobelin qui émerge de l'entrée. Aussitôt, il hurle à tous de se mettre à l'abri. L'instant suivant, une puissante lame de vent jaillit du donjon, éliminant les trois généraux gobelins en un seul coup. Tous sont choqués par la force et la brutalité du roi gobelin, mais Abel et Phelps savent qu'ils sont les seuls capables de l'affronter. Ils s'unissent pour l'attaquer, mais leurs armes ne parviennent pas à percer son armure. Soudain, Abel fonce vers le roi, activant une compétence qui le transforme en fantôme pour éviter les attaques. Il s'approche et tente de percer le cœur du roi avec sa technique de combat, mais il ne réussit pas à le finir. Le roi tente de l'attaquer, mais Abel crie à Lynn de le finir, disparaissant une fois de plus. Les lances de vent de Lynn traversent Abel et touchent le roi gobelin, le terrassant finalement. Ils respirent tous avec soulagement, voyant qu'ils ont gagné, mais ils ne se doutent pas que le véritable danger est toujours tapi à l'intérieur du donjon.